Parce qu'on a vu les jeunes détériorer d'année en année. Nous autres, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Puis à chaque génération, c'est de pire en pire. Pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt sur le développement de cette génération-là, c'est aussi la faute à tout le monde ou à personne en même temps. C'est que à bas âge, l'industrie du bébé, présentement, est comme trop forte. Il y a trop d'accessoires, il y a trop de, il y a trop de jouets, il y a trop de ci, il y a trop de stimulation. Puis dans le fond, c'est de mauvais stimulation. Parce que dans le fond, le bébé, il se développe. Puis dans le fond, même à un bas âge, on pourrait voir qui pourrait devenir un bon athlète si son développement il est bon. Certains pays font ça. Ben oui. Certains pays, c'est... Non, mais même à la limite, si tu regardes sur la... Je le dis souvent, tu regardes sur la ligne du 100 mètres, sur la ligne de départ, majoritairement, il y a un blanc puis il ne gagnera pas. Là. Parce que dans le fond, dans les pays défavorisés, les bébés sont à plat ventre, ils ont une couche attachée qu'une broche, puis ils se développent encore plus comme ça. Leur patron moteur se développe plus comme ça. Leurs peaux sont souvent en bédaine. Fait que la peau, le stimuli de la peau, c'est vraiment sensoriel. Okay. Le fait de ramper, de marcher à quatre pattes, de te retourner par toi-même. Parce que là, nous autres, il y a un bimbo, il y a une balançoire, il y a ci, il y a ça. Fait qu'il se stimule beaucoup moins. Il y a des béquilles partout. Ouais. Le plus gros enjeu, c'est la verticalisation trop rapide. OK. Donc, de marcher trop vite? Ouais. Puis même marcher, juste de te verticaliser, fait que t'amener à être en position verticale trop rapide. Ce que Yann mentionne présentement, c'est que tu vas tout skipper les stades à plat ventre. Puis il y en a pas mal, puis ils sont essentiels pour à peu près toutes les fonctions moteurs que tu veux pour le restant de ta vie, dont jouer au hockey. Donc, c'est sûr que nous autres, ça nous intéresse grandement d'aller voir ce truc-là. Puis ça, tu peux retester ça sur une personne de n'importe quel âge. Tu peux aller voir si elle a intégré ces patrons moteurs-là à ton âge ou à l'âge de 90 ans, ça n'a aucun rapport. C'est juste le bénéfice que tu vas en retirer qui va être appliqué différemment. Pour toi, c'est de faire comme, OK, tu veux moins de douleur, tu vas avoir une retraite le fun, puis le gars de 80 ans, tu veux lui redonner de la fonctionnalité pour ses dernières années de vie. Un kid, lui, tu veux potentialiser ça pour la performance. Ça, c'est notre mandat à moi et Yann. C'est pour ça qu'on a bâti le podcast. Parce qu'on a vu les jeunes détériorer d'année en année. Nous autres, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Puis à chaque génération, c'est de pire en pire. Fait que là, tu te poses des questions. Fait que c'est multifactoriel, mais c'est principalement les deux sujets, c'est la surspécialisation, le manque de développement de stimuli différents dans la sphère sportive. Les jeunes qui jouent au hockey, ils jouent que au hockey. Ouais. Ou au deck. Hockey deck. C'est ça. À la limite, déjà, c'est mieux. Il y en a que c'est juste du hockey. Le hockey deck, c'est courir. Déjà, c'est un patron moteur différent. C'est une balle versus une puck, mais ça reste du hockey. Je suis d'accord avec toi. Puis ça fait combien de temps que vous voyez ça? Tu dis que ça se détériore. Ça fait 15 ans. 15 ans que tu vois que chaque... Moi, je suis là à me poser la question. Le kid de 18 ans qui rentre, à chaque fois, il est un peu moins athlétique. Plus moron moteur. Tu lances une balle, elle l'attrape pas. Mais ça, c'est drôle, tu dis ça, parce que moi, je me rappelle être à la ligne bleue, puis tu sais, quand je suis revenu comme coaché, puis à un moment donné, je faisais le flip. Je sais pas si tu te rappelles cet exercice-là, tu sais, le flip du coin, le défenseur la pogne avec sa main, il la dépose, puis tu sais. Puis les gars essayaient de la pogner avec leur bâton. Puis je dis, regarde, pourquoi vous faites ça? Ben, tu sais, parce que je la fais pas sur la palette. Ben, dans les airs, mais attrape-la. Là, ça a été. De là, on va recommencer. Attends une minute, à la base, t'as le droit, t'as deux mains, en tout cas, Puis là, à l'opposé, t'as Sidney Crosby qui demande aux joueurs de faire des mauvaises passes d'impratique. C'est ça, exact. Puis de la pogner n'importe comment. Fait que ça fait comme 15 ans que tu vois d'année en année, mais sauf qu'il y a une éducation qui se fait. Est-ce que tranquillement, tu vois que ça repart de l'autre bord? Parce que là, le monde commence à être un peu plus conscient ou non? Il n'y a pas assez de monde qui comprennent ces éléments-là. Moi et Yann, on est posturologue, on n'est pas juste préparateur physique, kinésiologue. Puis notre mandat avec le podcast, évidemment, c'est de donner l'information aux gens. Mais le côté postural, c'est un gros enjeu. Fait que les kids, non seulement, ils n'ont pas nécessairement les connexions neurologiques pour se tenir de façon équilibrée contre la gravité de façon optimale, mais en plus, c'est que ça cause des problématiques dans tout leur développement. Fait que c'est pas juste, tu me dis ton gars, il y a des, mettons, il y a des ADHD ou tous les termes qu'on en a, TDA ou whatever, ben c'est juxtaposé avec toutes les problématiques qu'on a de développement moteur. Ça passe par le mouvement. Fait que tu fais en sorte que ces gens-là se développent mieux dès le début, puis t'élimines pas mal de ces problématiques-là, ou du moins t'es apaises au maximum. Là. Si ton gars, il a rampé ventre au sol? Ben oui, il a marché assez vite, mais il a de mémoire. C'est à quel âge qu'il a marché? À quel mois? Juste avant 11 mois. OK, c'est bon. Mais non, on avait des tapis, puis c'était le fun de le laisser se promener. C'est super. Ça, c'est le best, c'est ça. Mais mettons,
il y a beaucoup de parents qui le font plus, ça. Mettons que il est soit dans les bras, soit dans le. Ils le mettent à plat ventre, il se met à pleurer. Puis ils le reprennent tout de suite dans les bras. Okay. Ils l'ont tout le temps dans les bras. Puis souvent, ces bébés-là vont moins bien se développer. Là. Ça va être plus long avant soit que ça va être plus long avant qu'ils marchent, soit qu'il y en a des fois des vitres qui n'ont même pas rampé, puis se sont mis debout. Okay. C'est sûr que ça a un impact sur plein de réflexes primitifs ou archaïques, on va appeler, qui n'ont pas été activés. Okay. Ça veut dire que tu restes comme dans une zone de ton cerveau, mais tu n'as pas plein d'accès à ton cortex moteur. Des trucs plus évolués, dans le fond. Plein d'affaires que quand tu rampes, la façon que tu vas être capable de bouger, garder ton équilibre, te soulever, essayer de pogner quelque chose, tirer, tu sais, tous ces petits mouvements-là. Aller même plus loin. Et ma fille, puis là, j'avais ces concepts-là, c'est qu'elle a rampé ventre au sol, mais à un pied. C'est comme si elle se poussait juste avec un pied et avec ses bras. Okay. Puis son pied gauche, c'est comme si elle n'avait pas conscience qu'il était là, fait qu'elle ne poussait pas avec. Puis là, j'avais comme cette conscience-là, fait que j'essayais de l'éduquer, je passais une balle à pic en dessous du pied pour qu'elle réalise qu'elle a un pied gauche. Elle s'est mise à ramper un petit peu avec son pied gauche. Hop, elle a rampé 4 pattes après. Elle a fait son 4 pattes normal par la suite. C'est sûr, par contre, que vu qu'elle a fait comme tellement de semaines avec son pied droit de plus que son pied gauche, que j'ai vu comme quand elle s'est mise à marcher, j'ai vu que son pied gauche est un peu plus faible. Ça, si tu corriges pas ça, ben, elle va avoir ça tout le reste de sa vie. Ben, elle a beaucoup plus de risque de se blesser de son côté gauche. Elle va avoir mal, elle va se blesser à la cheville gauche. On va dire, elle a une cheville faible. On va se blesser peut-être au genou gauche, à hanche gauche. Là, c'est normal, t'as un côté faible. Mais non, mais c'est juste parce que tu as moins bien connecté ce côté-là, parce que tu l'as moins utilisé quand tu étais bébé. Fait que tu bats à te rebalancer le tout, tout le reste c'est ça qu'on veut faire de ton existence. Dans le fond, même toi, là, je prends un exemple parce que je sais que tu as eu une couple d'opérations. Fait que probablement que c'est ça qu'il y a dans cette histoire-là, c'est qu'on peut performer à un super haut niveau parce que tu étais un expert compensateur, puis tu étais probablement un athlète menté, tu avais tout en place pour être un bon athlète, mais probablement que si on corrige ces déséquilibres-là, mais t'aurais probablement, ben là encore là, on peut t'aider à bouger aujourd'hui, mais tu aurais probablement eu moins de blessures au courant de ta carrière. Mais est-ce que, parce que tu vois, ma première blessure, c'est un freak accident, là, c'est que le gars, il me tombe sur le genou. Ah, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on contrôle moins. Au camp d'équipe Canada Junior, tu sais, mais c'était bizarre, c'était une craque dans la glace, un petit coup d'épaule pas rapport, puis tac, ça pop, tu sais, le ligament croisé antérieur lâche. Mais de là, tu sais, à ce moment-là, comment je me sentais, mais de là, j'ai jamais été capable de ramener le tout. Tu sais, tu le sais que tu vas tout le temps compenser. Ton exemple, là, c'est l'exemple qu'on donne à tous nos athlètes. C'est que après ça, si tu as bien connecté, comme Yann explique, peut-être que cette blessure-là est moins grave. Okay. Un trauma comme ça, là, tu sais, ça glace, on s'entend, là, le hockey, il va en arriver des traumas. Mais c'est comme, la blessure, elle va faire quoi exactement? Vas-tu déchirer le ligament au grand complet, puis il faut que tu fasses une réparation où ce que tu vas mettre un ligament synthétique, ou c'est un grade 2 puis qu'avec la réhabilitation, tu es capable de t'en sortir. Il est arrivé ça à Patrick Laine dernièrement. On s'est regardé quand on a vu le vidéo, on a fait un podcast là-dessus, je pense. Puis on était sûr que c'était fini parce qu'on a vu le genou plié à un angle qui n'est pas supposé avec de la vélocité. Là, donc, est-ce qu'un gars comme Patrick Laine, moi je serais curieux de mettre mes mains sur ses hanches pour voir si il y a une belle balance au niveau de son équilibre sur ses deux pieds. Parce que si tu n'as pas ça, ben, le risque de blessure augmente. On le sait, ça, c'est un sure deal. Okay. Donc, ça reste que, dans ton exemple à toi, c'est que là, aujourd'hui, il est trop tard, c'est arrivé. Ouais. Mais l'opération que tu as eue et la blessure créent des compensations sur ton système nerveux depuis probablement 20 ans. Ouais. Fait que le but, c'est d'éliminer ça pour qu'on te remette finalement de l'ordre dans ton système puis que tu puisses après ça faire ce que tu veux. Mais c'est ça, puis c'est par après, tu vois, à ce moment-là, j'étais encore jeune, puis pousse, puis let's go. Fait que tu veux revenir vite à ta force, puis tu compenses. Puis quand tu dis, là, tu sais, tricher, là, tous les athlètes apprennent, ça devient des spécialistes à tricher leur corps. C'est ça, se pousser. Là. Généralement, les bons athlètes qu'on va voir qui ont des compensations, ça devient des experts compensateurs. Ben, c'est ça. Tu connais, puis de là, puis quand j'en ai eu d'autres après, puis à un moment donné, quand tu catches que, OK, c'est tout relié, puis à ta minute, puis ce qu'il faut que tu fasses à la base, puis de faire ça, tu sais, j'étais déjà très avancé. Puis là, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans, puis ce qui est plate, c'est que tu sais pas à quel point ça t'aide parce qu'il n'y arrive rien. Tu sais, t'es correct. Tu n'as pas de feu à éteindre autant quand tu te mets à bien balancer le tout. Mais c'est là que, tu sais, la sagesse embarque, puis tu te dis, ah, tabarouette, avoir su, Colin, tu sais. Toi, c'était à l'équipe Canada Junior? La première, oui. La première. Mais j'ai eu 6 opérations majeures, tu sais, total.
Cette séparation, c'est où? Où que t'es pas eu d'abord? Nulle part. J'ai 2 dans le genou droit, 1 dans le genou gauche, les 2 hanches, puis tout le bas de l'abdomen. Ça, c'est mais je le sais que il y a de la compensation qui a été reliée à la première, puis de là, ça fait ses petits, puis là-dedans, il y a des accidents, là-dedans, il y a de l'usure, il y a plein d'affaires. Même une cicatrice peut créer une compensation. Oui. Oui, mais c'est Paul, avec Paul, il me parlait des massages. Je pense en fin de carrière, Bruno, c'était Paul qui s'occupait de Bruno. Ben, même au début. Paul m'a connu au début, puis parce qu'il était à Montréal. Puis après ça, j'ai eu... parti... Oui, au début. Mes premiers programmes, c'était Paul. Puis après ça, j'ai eu... Parce que ton agence, c'est Octogone? Octogone, exact. Fait que c'était Paul. Mais Paul, il était à Montréal. Puis moi, j'étais un gars, j'étais à Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire. Puis dans notre coin, on avait Pierre Allard. Puis après ça, j'ai embarqué avec Pierre Allard, puis j'ai adoré. Là, j'ai trippé Pierre qui est maintenant en Allemagne. Fait que j'ai vraiment trippé avec. Puis vers la fin, Paul, c'était vraiment spécialisé à aider, où les gars qui étaient rentrés avec l'agence ont commencé à être un peu plus vieux, fait qu'ils étaient vraiment spécialistes dans rebalancer les choses. Puis, fait que là, je suis retourné un peu après quelques opérations. Tu avais commencé. Puis après ça, je suis retourné avec Paul, puis c'était les élastiques, puis les ci, puis les ça. C'était des entraînements. Il faut être 3 heures dans le gym, c'était trippant. Puis t'avais pas un poids, t'avais juste 3-4 élastiques. Tu sortais de là en sueur, c'était quand mal partout, mais c'était trippant. Fait qu'à la fin, je suis revenu avec Paul. Puis dans le fond, quand c'est quand ça que à la fin, t'as pris ta retraite? J'ai pris ma retraite en 2017. Fait que je dirais les dernières années. Pierre, après ça, il est parti avec le Canadien. Les Desmo, non? Oui, il y a eu les Desmo. Ça, j'ai fait 2-3 tests. Je n'ai jamais... Parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir Paul. Mais tu t'entraînais chez toi? J'avais un gym chez moi, puis j'étais un rot gym. Puis il y a même un bout qu'il y a des gars qui venaient s'entraîner chez nous, mais moi, d'aller l'avoir chez nous, c'était un trip, puis j'aimais tellement ça. Tu sais, quand j'allais chez Paul, il y avait du monde. Hein? Il y a un gars avant, il y a un gars après. Fait que tu t'échauffes à côté, t'embarques, c'est ton temps. Mais moi, j'aimais ça. Si dans l'échauffement, je sens que c'est pas correct, je veux continuer. Je voulais tout le temps travailler sur quelque chose. J'aimais pas ça, le sentiment de punch in, punch up. J'ai fait 1 an et quart. Pourquoi aujourd'hui, ça peut pas être 2h30 puis demain 45 minutes? Des fois, de t'écouter. Fait que en faisant ça chez nous, là, des fois, c'était pas rare. Je rentrais dans le gym à 8h30. D'un coup, qu'est-ce que tu veux manger pour dîner? Ma femme passait. Attends une minute, là, OK, j'ai fini, là, je vais passer à d'autres choses. J'avais entendu, je te connais quand même depuis un certain temps, mais dans le gym, j'avais entendu que tu étais un gym maniac, là, qui est une bonne chose d'ailleurs. J'aimais ça, mais quand tu apprends avec la pre-ab, puis tous les étirements, puis la préparation, puis là, il y a des journées que ça va bien, puis là, tu pousses, puis là, tu essaies, puis tu continues, puis après ça, tu avais ton espèce de cool-down, puis ça, j'ai tout le temps, j'ai bien aimé ça. C'est probablement une des raisons que t'as monté dans l'hockey autant, là, tu prenais soin de ton corps. Puis que... ça a été tard. Dans le fond, mon premier, quand je t'ai dit, j'ai commencé avec Paul, là, c'est drôle aujourd'hui, mais je me rappelle, mon année avant, mon année midget 3, je suis rentré dans un Nautilus Plus comme 8 fois dans l'été. Puis, t'as quel âge, Bruno? Moi, j'ai eu 40, là. Il vient d'avoir 40. Ouais, mais c'est ça. C'était à peu près, à cette époque-là, quand tu t'entraînais, midget 3, t'étais pas pire. Ouais, mais c'est là, puis là, je me rappelle. Avant ça, c'est rare, les joueurs. J'ai une bonne été d'entraînement. Puis là, c'est là que je commence avec Pierre. Mais c'est pas vrai parce que non, j'ai une bonne été d'entraînement. Puis là, je vais junior. Puis c'est on était en finale de la Coupe du Président avec le Titan, où j'avais 17 ans, junior. Puis moi, j'étais un late. Mon draft était juste l'année d'après. Puis c'est là que Normand Conway, c'est un chum, Max Boisclair, qui dit voyons, lui, il n'a pas d'agent, Colin. Fait que là, Normand Conway apparaît à Octogone. Fait que l'été d'après, ils m'ont envoyé chez Paul. Là, j'ai compris c'était quoi un vrai programme d'entraînement. On en faisait 2 par jour. On faisait pendant le crunch des entraînements, là, c'était décortiqué en speed agility, le bas du corps, le haut du corps en force, une journée abdos, une journée épaules, même une journée pre-ab. Il décortiquait ça. Là. Puis je me rappelle, des fois, c'était 2 fois par jour. Là. Je me rappelle revenir, là, puis être couché, j'étais chez mes parents, là, puis j'étais comme dans le Lazy Boy, là. Puis là, j'avais une alarme qui sonnait parce que, faut que j'y retourne, j'en ai un autre. Cet été-là, ça a été tough, mais le bon que ça l'a fait pour moi, là, ce que ça l'a amené, c'est incroyable. Il y a le côté développement juste naturel, rendu là à 18 ans, mais le bon de 17 à 18 ans, la saison que j'ai eue, c'est juste physique, c'est juste ma force, mon endurance. J'étais un gars qui avait de l'endurance de base. Là. Moi, je détestais les sprints, mais on fait un 5 km, un léger navette, là, ça, je capotais, là, ça, je tripais. J'ai eu l'endurance, mais avec Paul, il a amené cet élément-là.
Puis cette saison-là, là, ça a été la grosse saison pour moi, qui était mon année de draft en plus. C'était important que ça soit là que ça se passe. Qui m'a bien aidé, ouais. OK. Nice. Qui que tu as vu dans ta carrière, mettons, que tu peux dire c'était une bête là, en entraînement ou un partner d'entraînement que tu s'entraînait avec ou même dans les équipes que tu as joué? Mais différents freaks. C'est que tu as des freaks, tu vas te dire, un freak de la nature qui, d'après moi, il devait être bien balancé tout le temps, puis ben droit, c'est Bill Guérin. Ouais. C'était un freak show. Ouais. C'était le gars, puis il me comptait, lui. Tu avais joué à Pittsburgh avec? J'ai joué à New York. À New York. Oui, avec les Islanders, il était là. Dans le fond, on l'a échangé des Islanders à Pittsburgh en 2009 quand ils ont été gagnés la Coupe. Okay. Mais lui, il me comptait, tu sais, ses premières étés d'entraînement, là, il faisait du bench, il faisait du vélo. Puis le 1er août, il passait de la bière à la vodka. Moins de calories. Slim. Tu sais, il tombait sa cote. C'était ça. Wow. C'était ça. Tu sais, tu joues avec, là. Mais le gars, c'était un freak, là. Il arrivait, tu sais, tu te rappelles les heat packs dans le dos, là, les espèces de gros heat packs dans le dos. Puis il arrivait, là, puis il pouvait s'asseoir, se mettre en split, puis aller se toucher les orteils comme si de rien n'était. Okay. Puis il embarquait sur le bench, puis tu sais, il allait lever autant que n'importe qui. C'était un freak de la nature. Okay. Pas parce que c'était une machine d'entraînement, là, parce que c'est une bête. Ah oui, puis juste fort physiquement. Là. Puis tu sais, je fais souvent des événements avec l'ancienne génération, avant moi. C'est tous des freaks de nature parce que tu n'en avais pas qui s'étaient développés en machine. Tu sais, dans Gilbert Delorme, là, lui, c'était un gars en forme, mais sinon, c'est tous des monstres hyper forts. Ils sont venus bons avec ça. Mais mon premier partner d'entraînement, quand j'ai switché avec Pierre Allard, il me dit « Hey, il y a un kid qui s'en vient, il est bien talentueux. » Puis il dit « Sa réputation, c'est qu'il faut qu'il se discipline un peu puis qu'il commence à prendre ça au sérieux puis à faire les détails. » Fait que je le match avec toi. C'est un peu, moi, j'ai tout le temps cet élément-là. Fait que je le match avec toi. Tu vas voir, c'est un jeune puis il est bien fin puis on va essayer de l'aider. On va l'amener tranquillement. Puis tu vas voir, on le met à l'aise. Fait que là, le kid rentre. C'est une machine. T'es là, t'es supposé être quelqu'un. Je me rappelle mettre au bench. Je mettais, mettons, mon affaire, puis là, il pognait mon poids, puis il le faisait. Mais t'es supposé finir que les derniers, t'es pas capable. Non, kid, pas qu'il se sentait mal, mais non, mais en plus, et puis il en mettait pas. Puis je te jure, on n'a jamais connu sa limite. C'était comme, il arrêtait. C'est tout. Puis je me rappelle aller courir, faire des 200 mètres contre lui. Pour 200 mètres, je le battais, parce qu'on courait dans l'été. Puis là, je le battais. Puis quand on embarquait sur la glace, on faisait des mountains, il me battait par une longueur de patinoire. C'était un freak. C'était Christopher Le Temps. Je savais que ça s'en venait, moi. Ce gars-là, il n'y avait pas de... Il était tout jeune à ce temps. Il avait quel âge à ce moment-là? Il devait avoir 15-16 dans ces eaux-là, 17 peut-être. Du Québec encore, non, il rentrait, c'était un jeune où il venait de commencer, puis il n'y avait juste pas de limite à ce qu'il était capable de faire. Puis tu sais, moi je pense que c'était pas des blessures, c'était un gars qui peut gagner le Norris dans la Ligue nationale, c'est un défenseur exceptionnel, puis c'est une bête. Mais son patin. Encore aujourd'hui, il fait 2 enjambées, puis c'est fou raide. Puis avec tout ce qu'il a vécu, lui aussi, il en a eu des blessures, là, puis il est encore, c'est impressionnant. Des mauvaises mises en échec qui n'ont pas été chanceux. Là. Ouais. Mais c'est des problèmes aussi au niveau... il n'a pas fait un AVC à un moment donné aussi, la tête aussi. T'as fait 1-2. Puis, non, mais parle d'un freak à nature. Pierre, on travaillait un petit peu en collaboration avec Pierre pendant un certain temps. Là, puis j'avais été au gym à l'époque à Saint-Hilaire quand Pierre était là. Puis Chris était là cette journée-là. Puis dans le fond, c'était en one-on-one. Je sais pas, je pense que tu t'entraînais beaucoup avec Max Talbot aussi à cette époque-là. Je sais pas c'était où cette journée-là. Mais en tout cas, il y avait Chris, puis même Pierre, à l'époque, il y avait un accéléromètre que je me souviens plus du nom, puis c'était des premiers accéléromètres qu'on pouvait voir là, pour calculer la vitesse à laquelle on poussait un poids. Puis là, c'est une petite corde, hein? Tu l'attachais au poids, puis là, on a eu ça un bout. Ouais, il me semble que c'était une autre sorte que tu le mettais après à bord ou tu le mettais sur toi. Je me souviens plus. C'était pas la corde. La corde, je sais c'est quoi. C'est le tendo. C'était pas ça qu'il y avait. Il y en a un qu'on se mettait sur la ceinture. Ouais. Puis tu pesais au moment où tu partais. Puis après ça, tu explosais. Puis là, il calculait la vitesse à laquelle... Puis Chris, il sortait des chiffres. Puis là, Pierre disait... C'est pas parce qu'il s'entraîne fort, là. C'est juste une machine. Puis à un moment donné, il s'est mis à pousser. Tu sais, je sais, puis c'est normal, quand t'es jeune, là, t'es dans ta zone de confort, tu sais que tu penses que t'en fais assez, puis c'est correct. Puis à un moment donné, là, il est passé à une autre étape aussi, Chris, dans ses entraînements, puis il est venu s'entraîner à Montréal, puis une machine comme ça, à un moment donné, quand il se met à comprendre tout ce qu'il peut faire, c'est phénoménal. Exact.
Puis il avait été même encore là, des fois, je me dis, c'est les détails, des fois, avec les joueurs qui font une grosse différence. On a été embarqué sur la glace après. Puis là, il venait d'avoir des nouveaux patins. Tu sais, genre, il testait sa glisse. Il dit, moi, là, pour savoir si le patin il est correct, sinon, il faut que je le fasse réaligner. C'est que je fais une poussée, puis je me rends un bout à l'autre de la glace. I wish. Là, j'étais comme, mais tabarouette, il se rendait. Ou presque, là, il dit, non, il dit, je vais aller retourner, l'enlignement n'est pas correct, je me suis pas rendu. J'ai comme, OK. C'est là que je vois que les petits détails, puis je le dis souvent, les détails font la différence. C'est ça qui fait souvent la grosse différence entre des athlètes, à quel point qui ont le souci du détail, qui va faire une grosse différence dans les performances. Fait que lui, ça m'avait vraiment impressionné. Là-dessus, j'étais comme, lui, son gauge de patin, c'est qu'il donne une poussée, puis il se rend au bout, ça veut dire que le patin est correct. Tu sais, quand tu te connais, quand tu es tellement en contrôle que tu sens la petite différence, là, OK, non, ça glisse pas comme d'habitude. Là. J'aurais aimé ça, moi, une poussée me rendre l'autre bord. Puis toi, dans le fond, selon toi, c'était quoi ton habileté numéro 1? Mais moi, je pense que ça a été mon endurance. Tu sais, même ma dernière année de hockey, on faisait le test léger navette, puis j'ai gagné le test léger navette, même le vieux loup astique, les gars riaient, mais en endurance, tu sais, moi, j'avais pas... Puis qu'on faisait des tests du Wingate. Dans le Wingate, je scorais pas haut au maximum speed que tu vas chercher, mais moi, je scorais haut où le maximum speed que j'allais chercher, puis le speed avec lequel je finissais se rapprochait. C'était ça un peu, moi. Puis je pense que ça m'a aidé bien gros dans mes saisons, même junior. J'étais capable de prendre une load de temps de glace puis de répéter. Ouais. J'étais capable de passer à travers une saison, mais j'avais la capacité de récupérer rapidement. Fait que moi, c'était ça un peu. Mon premier, le premier VO2 Max que j'ai fait avec les Highlanders, mon premier camp, j'ai 18 ans, j'arrive là. Je fais le VO2 Max, puis les médecins, puis la direction m'avaient comme rencontré, je dis. Puis eux autres, ils avaient dit, ça te servira jamais à rien d'entraîner ton endurance. Fais juste la maintenir, puis toi, travaille en force. Fait que, mettons, quand les gars... Tu viens-tu du chiffre de ton VO2 Max? Tu viens-tu des chiffres? C'est un chiffre qui est dans 60. C'était comme 68, quelque chose comme ça. C'est vraiment fort. Moi, c'est ça que j'avais... Quand je l'ai fait à l'université... J'avais 68 de VO2 Max, que dans le fond, j'ai pas besoin de le travailler. Moi aussi, c'était une de mes forces. Les jeux navettes, c'était ma force, moi aussi. OK. Puis dans le fond, t'as pas besoin. Un jour de hockey, on veut qu'il soit entre 55 et 65. Si t'es en haut de ça, tu le travailles pas, là, ça sert à rien. C'est ça, puis il y a une partie qui est innée. Ouais. Puis, fait que là-dedans, eux autres, c'était non, toi, ça va être la musculation. Puis là, c'est à une époque où, moi, j'étais un petit défenseur. Quand j'ai été drafté, je faisais pas encore 6 pieds. Fait que c'était tout le temps. Pousse de la fonte. Un moment donné, je me rappelle aller voir mon gars strength coach. Là, je suis plus capable. Je suis pas bien dans mon équipement. Je suis vraiment pas bien. Il m'avait monté à 2,15. Mais j'étais le seul jeune. CC1? CC1. Mon poids santé, 192, 195. Mettons, que tu te sens bien. Que je me sens plus tard. Là. Ouais. Mais c'était comme... J'étais un des seuls jeunes. Puis le gars, c'est un nouveau strength coach. Puis c'était une époque. C'était où, à Highlanders? Highlanders. Puis l'entraînement était là, mais pas. Tu sais, il y avait de la bière, la pizza après game. Tu sais, il y avait comme. À cette époque-là. À New York, on était très lent à faire la transition. Professionnel. Fait que le strength coach, on dirait pour valider sa job aussi, tu sais, d'avoir de quoi faire. Mais moi, j'étais le gars qui aimait ça. Fait que j'étais tout le temps. Fait qu'après chaque game, on poussait après les pratiques. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais jeune célibataire. Tu sais, j'avais pas de famille ou d'enfants personne ne m'attend. Fait que, après les games, là, il fallait faire un workout, puis des fois, t'es dedans, puis t'es chauffé, puis là, ça se mettait, on poussait. Un moment donné, là, je me rappelle d'aller le voir, les gars, là, je suis pas bien, là, c'était écœurant après la piscine, là, mais pour le hockey, ça sert à rien, là. Fait que là, on avait slacké, puis tranquillement, ça faisait la transition en mobilité. Tu sais, de la force dans différentes façon, pas juste les plus gros groupes de muscles. Fait que là, tranquillement, on a transitionné, mais tu sais, à un moment donné, c'était là, il a fait je dis, man, 2,15, là, ça n'a pas d'aller. Fait que là, on a comme, OK, on va balancer. Fait que là, on y allait plus avec tout ce qui était. Moins rapide à ce moment-là? Moins rapide, pogné. Moins agile. Jamais. Hey, tu sais, quand tu disais la rondelle est devenue carrée ou j'étais pas bien. Ça, c'est aucune aisance. Je me sentais de même. Ouais. On joue le mercredi matin souvent ensemble ou un contre. Là, puis des fois, quand tu joues juste une fois semaine, là, cette année, j'ai commencé à jouer 2 fois, ça fait déjà une différence. Juste de sentir. T'arrives le mercredi matin, c'est quoi ça? Ça semble des jeux que tu fais facilement, t'es plus capable de les faire. N'importe, ça part tout croche. Non, mais non, ça a été... j'étais content que la transition se fasse parce que... Ça, c'était avec les Highlanders. Avec les Highlanders. En début de carrière. Ouais.
Y a-tu une différence dans les, mettons, tu as joué à peu près une dizaine d'années dans la Ligue nationale ou Ligue américaine? C'est quoi les différences que tu as vues, dépendamment des équipes que tu as jouées? Y a-tu des préparateurs physiques qui ont changé? Y a-tu une version 2.0 de ton entraînement ou ça a resté pas mal très classique, musculation? Ben, ça a beaucoup évolué, tu sais, puis il y a différentes mentalités. Tu vois, moi, je suis parti de là où les préparateurs physiques ont changé, puis les mentalités ont évolué à quand je suis arrivé avec Marc Lambert. Tu sais, Marc Lambert, il a sa façon de penser. Puis moi, en tout cas, ça a été un coup de circuit. Là. J'ai adoré travailler avec lui. J'avais fait un peu d'haltérophilie avant, mais pas autant. Moi, Marc, c'est mon préparateur physique. J'avais 21-22. Ah ouais? Je m'entraînais avec Max à l'époque. OK. Ouais. Ah, pauvre toi. Mais, pauvre toi. Hein? Mais, non, mais avec Marc, là, tu l'as connu. Là. Moi, j'ai trippé, arrivé là. Puis fort et la puissance, tout ce qui est de l'haltérophilie, le système nerveux. Il y avait beaucoup, beaucoup de connaissances sur le système nerveux. Puis quand je suis arrivé à Tampa, moi, j'ai eu des problèmes aux genoux jeune. À 23 ans, j'avais arrêté de m'entraîner. Tu sais, en plein été, imagine, vous entraînez des gars, là, mais à partir à peu près du 15 juin au 15 juillet, je ne m'entraîne pas. 4 semaines out. Off parce que je ne pense plus m'entraîner. Tu sais, c'est fini. J'étais en train d'écrire mon discours de retraite. J'avais un contrat avec les Islanders. À 23 ans? À 23 ans. Okay. Je me demandais comment l'annoncer. Puis, tu sais, ça déprime bien raide. Là. Ouais. Puis c'est Pierre Allard avec une équipe autour qui, Hugo Santomo, Serge Savoie, qui sont venus m'aider. Puis, ils ont parti à la base. Là. Les gars faisaient des squats à 3-4 planches. Moi, j'étais couché sur un tapis, puis ils poussaient ma jambe dans une direction, puis dans l'autre, puis tu repars à zéro. Puis, on était capable de m'amener jusqu'au camp. Mais tu sais, de là, physiquement, mes capacités, puis j'essayais de compenser, puis j'essayais de rester. Puis, même pas proche. Même pas proche. Puis tu sais, comme moi, ça a été la force des jambes, l'endurance, puis là, il n'y a plus rien de ça qui était là. Mais quand je suis arrivé, on dirait que quelqu'un a une nouvelle paire de yeux aussi. Marc est arrivé de l'extérieur, puis il fait une coupe de tests, puis tu sais, il cible tabarouette à la chaîne postérieure. Il y a un gros débalancement. D'après moi, il y a peut-être, sans trop savoir. Et on commence à en parler, puis on embarque sur vraiment un programme qu'on va travailler la chaîne postérieure. Ça, on l'attaque. Mais Marc, dans le fond, c'est comme du Charles Poliquin. Oui, c'est du Charles Poliquin. À l'époque, tu es vraiment une chaîne postérieure majeure chez les athlètes. Puis ça l'a, moi, en tout cas, ça a eu un effet. Tu sais, je suis passé de. Je pouvais pas embarquer avec ma jambe gauche sur la glace parce que des fois, elle flanchait, puis je tombais à terre. Tu sais, comme c'est derrière moi, puis ça a super milité. Ça m'a comme replacé. Aussi avec la fait que c'est un an plus tard. Ben, dans le fond, non, c'est plus que ça parce que, Pierre, ça a été du travail. Il m'a ramené, puis j'étais capable de jouer, j'étais capable de maintenir une saison. J'avais des épisodes là, que j'appelais ça. Quand je venais fatigué, puis tête, moi, mes décisions étaient prises sur le nombre de marches que j'allais prendre dans la journée. Je ne pouvais pas prendre des escaliers. Je ne pouvais pas avoir quelque chose dans mes mains si j'étais dans les escaliers. Ça lâchait, je tombais. Tu sais, Pierre, le nombre de fois que j'ai fait des squats, puis il me tenait là, comme s'il me faisait un gros câlin, là, puis il me tenait pour me rassurer. Je n'osais pas le faire parce que si ça lâche, s'il y a de quoi, ben, je me perds vraiment mal. Fait qu'il était tout le temps là en train de me tenir. On est devenus vraiment proches. Mais tu sais, ça a été ça. Puis on dirait que j'ai remonté la pente, j'ai survécu. Puis là, en switchant, je suis arrivé à Tampa, je vais avoir 25, 26, me semble, Tampa. Ouais, peut-être un peu avant ça. Puis là Marc est comme, hey, de l'extérieur. Puis de là, il m'a amené à l'autre niveau, c'était derrière moi. Puis il m'a donné des outils avec lesquels travailler pour le restant de ma vie, dans le fond. Là, encore aujourd'hui, quand ça revient un peu, quand ça se remet à lâcher, puis j'ai les mêmes douleurs, je sais exactement quoi faire. Puis je le repasse, ce qui est beaucoup plus rare aujourd'hui. C'est nice. Le monde, des fois, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas un athlète professionnel, des fois, les obstacles qu'on peut avoir. La grind. Le monde voit juste le beau côté, que tu joues dans le show, t'as un salaire de Ligue nationale, puis on dirait que les gens oublient qu'est-ce qui se passe dans le background. Là. Toute la souffrance puis la douleur. Quand t'es sur le bord de prendre ta retraite, là, c'est une dépression. Là, c'est comme si tu fais de ça depuis que t'es à un bas âge, 5 ans, c'est ta passion, tu t'es rendu à un niveau professionnel, tu peux en vivre, mais là, finalement, t'as 23 ans et tu penses arrêter. Là, c'est pas évident psychologiquement. Ben, c'est ça tous les jours. Puis tu vois, moi, quand ça s'est mis à arriver, c'est pas longtemps après mon opération au genou droit.
Puis là, j'ai passé au niveau professionnel, moi, l'année d'après. Fait que, dans le fond, quand j'ai eu mon opération, ma blessure, c'était au camp d'équipe Canada Junior, juste avant que l'équipe parte pour la Finlande. C'était même pas dans le tournoi? Non, c'était au mois de décembre, juste avant de partir. Okay. Fait que là, moi, ça a mis fin à ma carrière junior. Puis, tu sais, je suis retourné faire ma réhabilitation, etc. Puis l'année d'après, j'avais déjà signé mon contrat. Fait que l'année d'après, je rentrais pro. Puis ça, c'était l'année du lockout, 2004-2005. Fait que là, tu sais, la Ligue américaine, c'était très, très fort. J'arrive là, première saison professionnelle. Fait que là, je jouais avec la brace, puis là, tu sais, les tendinites, parce que moi, c'était le patella tendon qu'ils ont pris là, en avant, là, le tendon. Fait que, tu sais, il y avait mes tendinites, là, tu sais, la maintenance, c'est ça. Puis tu apprends tout ça, c'est ce grind-là. Puis c'est vers la fin de l'année que ça s'est mis à faire ça. Mais tu sais, la première fois, tu fais ça en tabarouette. Je me rappelle, j'embarque, je saute du banc, puis je saute sur ma jambe gauche, pensant que je vais pousser tout de suite parce que c'est un changement rapide. À flanche, je tombe à terre. Là, les gars rient un peu. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'ai pas pilé sur quelque chose, puis je me suis pas enfargé. Mon genou a lâché. Fait que là, tu sais, c'est pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Là, ça leur fait 2-3 jours plus tard. Mais même à faire une niaiserie, ça lâche. Là, je dis, attends une minute, je vais aller en parler au trainer, qui me regarde un peu bizarre. Vraiment, tu m'intrigues. J'ai vraiment le goût d'évaluer en posturo. Ben, le pire, c'est à la fin de tout ça, là, c'est juste réglé, mais j'ai aucune idée. J'ai encore aucune idée vraiment. C'est quoi? On va dire où on s'est rendu. Commence à en parler. Puis le gars qui était là avec moi à Bridgeport, il a monté dans la Ligue nationale pas longtemps après. Fait que, je l'ai côtoyé longtemps, puis il était super bon, il m'aidait. Mais quand ça commence à faire 3-4 fois que ça arrive, là, je suis capable de faire, quand je suis fatigué, on jouait des 4 en 5. Tu vois, ce qu'on en ligne américaine, des 4 en 5. Dans East Coast, ça faisait ça 4 en 5. Avec l'autobus entre, puis tout. C'est là que j'ai découvert le Red Bull, puis ça me faisait pas. Moi, j'avais l'air de Tiggy d'un boys, là, après qu'il a été dans le parking. Oui. En tout cas, fait que ça, c'est un autre... qui a développé le BI, était sorti. Ben, exact, le coup plus intelligent. D'ailleurs, je pense que ça en a apporté, on en goûte une. Ben oui, je peux t'ouvrir ça. On finit ton histoire, puis après ça, j'aimerais ça que tu... On parlera de ça. Dans le fond, fait que là, ça commence, la fréquence commence à augmenter. Puis là, je me ramasse, je monte dans la Ligue nationale l'année d'après. L'année d'après, j'ai une super saison dans la Ligue américaine. Puis je fais la navette entre les deux. Puis c'est une saison, là, ma deuxième saison professionnelle. Là, je commence dans la Ligue américaine. Puis là, je fais la navette. Puis l'année d'après, je tombe temps plein dans la Ligue nationale. Puis quand l'année que je tombe temps plein dans la Ligue nationale, ça commence à arriver un peu plus souvent. Ça a l'air, il change aussi. Salaire, il change. Oui, exact. Salaire, il change. Quelques dollars. Un 0 ou 2 après. Là. Mais tu sais, ça commence à le faire de plus en plus. Puis là, je commence à le sentir dans mon entraînement d'été. Puis, tu sais, tu te fais masser, tu te fais traiter. Des fois, j'ai des meilleures journées, des moins bonnes journées. Puis, tu sais, je suis pas capable encore de mettre le doigt là-dessus. Puis là, dans la saison, là, ça se met à le faire souvent. Tu sais, un pointage, je me rappelle, c'était Gérard Galland. Je me regarde, voyons donc, faut-tu qu'on pratique que tu embarques sur la glace? Je tombais. Tu sais, c'est arrivé 2-3 fois, je flanchais. Wow. C'était rendu que je sautais, il fallait que je tombe sur ma jambe droite, puis je faisais comme un moment comme OK, je suis correct. Puis là, je partais. Si tu fais, tu n'as pas le temps de faire ça dans la Ligue nationale. Des fois, OK, là, je vais y aller par la porte. Mais tu sais, selon les routines de certains gars, il y a des équipes, tu peux pas sortir par. Fait que là, c'était, voyons, si tu fais là, saute. Non, moi, dans ma tête, je veux pas tomber. Oh, ouais, c'est beau, je vais y aller. Tu le dis pas. Puis ça sera un point tel qu'à un moment donné, là, avec le même gars, thérapeute qui est là, j'y en parle, j'ai la misère. Il me fait, c'était l'IT band, là, tout le temps, là, les massages avec les barres de métal, puis ci, ça. Puis là, c'est mieux, OK. Puis là, ça leur faisait. Puis, OK, on va renforcer ça. On essaie de renforcer mon VMO. Tu sais, à un moment donné, il nous avait envoyé au Minnesota. On est 4-5 joueurs blessés, ils nous envoient au Minnesota. Tu sais, les machines à zapper, là, tu sais, les deux, les grosses affaires. Puis quand tu faisais 1 minute de ça en squat, c'était l'équivalent de faire 250 000 squats. Puis des diètes de protéines de fou. On est là pendant une couple de jours. Surcompensation en protéines. Complètement. Ça a été fou. En tout cas, une couple d'affaires. À un point tel que Mané se met à me faire des MRI dans la cheville, dans le dos, dans la hanche, dans le genou, les rayons X. Puis il voit dans ma hanche, tu sais, t'as une hanche qui est un peu maganée. On va la réparer, voir. Fait qu'il m'envoie au Colorado. Faire opérer la hanche. C'est quoi, un clean-up qu'ils faisaient? Ils ont fait juste le labrum. Dans celle-là, ils ont juste refait le labrum. Mais tu sais, 70-75% des gars présentement national, tu fais des MRI, des hanches, il y a de quoi à faire. Il y a des faut que tu répares ça. Gardien de but accompli. Mais tu sais, moi, je finis cette saison-là, j'ai pas mal à hanche pendant tout. Je pars, on va au Colorado, je reviens, je suis opéré à hanche. Là, t'espères-tu que ça soit réglé? Ça repart. C'est une opération genre gratuite, là?
Opération gratuite, ça leur fait. Aucune raison. T'allais faire des cicatrices là-dedans, le fun, on ouvre, let's go, on fait des trous. Quand moi, je vais voir le médecin, là, tu sais, en plus, c'était le médecin. T'as-tu déjà vu le film Concussion avec Will Smith? Ben oui. Le médecin qui est là-dedans, le Paname, là, c'était lui, nous autres, qui s'occupait de l'équipe. Sérieux, man? Je vais le voir. Puis, c'est pas Will Smith, là, c'était le vrai. C'était bien. Will Smith, tu vois, dans l'équipe. Mais tu sais, je vais le voir, puis non, c'est encore ça. Fait qu'il me regarde, il dit, c'est peut-être entre tes deux oreilles, tu sais. Tu sais, tu dis ça à un athlète, ça a été la dernière fois que j'en ai parlé. Là, je vais fermer ma gueule avec ça. Tu sais, j'ai l'air, là, j'ai complètement l'air, tu sais, on s'en va nulle part, là, j'ai l'air fou. Fait je dis plus rien. Tu sais, jusqu'à temps que je vois du monde qui peut m'aider, puis etc. Mais moi, j'étais rendu à tous les jours. Je pouvais pas monter des marches, descendre des marches avec de quoi dans les mains. Là, t'es là, tu peux pas aller jouer au hockey. Là, je faisais des entraînements. Tu sais, je me rappelle, je suis revenu d'un entraînement, on fallait faire un step-up sur un banc. Puis j'étais pas capable de me lever sur le banc avec une jambe, tu sais. Je tombais. Fait que là, voyons, je suis revenu chez nous, je peux pas être. Je suis pas un athlète professionnel, calique, ça n'a pas rapport. Fait que là, Pierre, je rentre pas demain, oublie ça. Là, je suis au bout du rouleau, là, ça va pas. Ça a été du temps. Pierre, il a pris ça à cœur, il a amené une équipe, on va bâtir de quoi, puis là, let's go. C'était Sébastien Santomo, c'est ça? Non? Oui. Hugo Santomo, c'est son frère Sébastien. Lui, c'est un spécialiste de la biomécanique, non? C'est pas un docteur en biomécanique? Puis c'est spécialisé dans les hanches, les genoux ou l'épaule. Il a été opéré même en Californie. Il est revenu, le spin doctor qu'on l'appelait. Puis, tu sais, Hugo, il était écœurant, mais si Pierre n'est pas là pour me motiver, à ce moment-là, moi, j'ai abandonné. Moi, j'ai lancé un athlète. C'est lui qui m'a tiré de force jusqu'au prochain camp de sélection. Puis de là, tu sais, ça repartit. Moi, à ce moment-là. Dans le fond, c'est plus jamais revenu. C'est revenu, mais avec un plus grand contrôle. Puis je savais quoi faire, qu'est-ce qui m'aidait. Tu sais, il m'a aidé à mettre le doigt sur OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que mon échauffement venait de tripler en longueur. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas exactement c'est quoi. Ben, je le sais que ma force, mon débalancement, un peu ce que après ça, Marc Lambert est venu voir, je travaille ça. Fait que moi, dans mes entraînements, je travaille autant, sinon plus, tout ce qui est chaîne postérieure que la chaîne antérieure. C'est un peu ma mentalité. Puis faut que je t'évalue. Ça va-tu corriger ma slice au golf? Des fois, ça change après ça. Oui. Absolument. Non, mais c'est sûr. mais tu sais, moi, le Max ne pourra plus t'écœurer parce que moi, si j'ai. il ne peut pas m'écœurer déjà. Il y a bien des affaires à régler de son bord. Règle tes affaires, Max. D'abord, il filmait tout le temps tes mauvais coups. Hein, au golf. Oui, c'est ça. Il mettait ça en story. Le sale. Fait que là, on goûte ça à bière. Mais oui, mais dans le fond, on a ça ici. Là. Explique-nous, dans le fond, je sais que tu as parti avec Max Talbot puis Étienne Boulay. C'est une bonne affaire parce que j'avais fait une capsule avant que BI existe sur les électrolytes, sur les boissons qu'on trouve en marché. T'en as-tu trouvé une qui a de l'allure? Ben, c'est ça que j'avais dit. J'expliquais que ce qui se trouvait, c'était pas super. Puis j'avais dit c'était quelle la moins pire de la gang. Parce que versus un Gatorade, versus le Prime, versus... le BioSteel. J'avais dit que c'était le BioSteel, c'était le moins pire. Parce qu'à cause comment ils ont fait les sucres dedans, que c'était comme moins pire qu'un Gatorade, moins pire qu'un Prime. Mais ça, finalement, quand vous avez sorti ça, moi, j'étais vraiment... Je trouvais ça sharp parce que ça respecte vraiment mes standards de qualité pour une boisson. C'est qu'il n'y a pas trop de sucre. Puis quand tu la goûtes, là, moi, je l'ai déjà goûté, mais je vais en goûter un autre. Raisin, j'ai jamais goûté. Puis là, dans le fond, quand tu la goûtes au goût, c'est que tu goûtes qu'il y a des électrolytes dedans. Versus un Gatorade, que c'est comme juste du sucre ou juste assez sous forme de potassium quand tu prends le G2, ben tu peux même pas dire s'il y a vraiment il y avait vraiment des électrolytes dedans. Donc, puis le but, c'était d'arriver comme sur cette clôture-là. Tu sais, on voulait pas aller... Si ça goûte trop les électrolytes, c'est pas bon. Puis si ça goûte... Tu sais, y aller trop dans le sucre, c'est un peu ça. Fait que tu sais, si je remonte, là, puis on plus le temps pour l'histoire... Tu comprends? C'est ça, t'as comme le mix pas trop sucré, comme tu viens de dire. Puis là, tu le sais qu'il y en a des électrolytes parce que tu les goûtes. Mais c'est léger. Tu sais, mettons, là, t'as vraiment soif ou t'es épuisé, t'es en train de t'entraîner. Tu sais, j'haïssais ça, moi, quand ça te roule dans la bouche, c'est trop sucré. Ça, là, des fois, là, j'ai char de quoi. Le BioSteel, le problème, c'était ça. Le BioSteel, c'était... Là, je pense qu'il n'existe plus, ils ont changé le nom, là, mais... peu importe. C'est Quench, un peu la même similaire. C'est la même affaire. Je pense qu'ils ont juste changé de branding parce qu'ils ont été rachetés, mais ils ont gardé toutes les mêmes bouteilles, les mêmes goûts, les mêmes recettes. C'est que c'était genre, selon moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans les autres, mais
au goût, c'est épouvantable. C'est comme c'est de la misère. Le stevia. Sucré, c'est ça, c'est le stevia. Puis l'indice, c'est tellement crinqué que. Il y en a qui disent que ça développe la. Tu sais, dans le fond, le médecin qui est un peu. Le chercheur qui est un peu derrière tout ça, là, quand tu crains l'indice stevia, tu tolères. Tu développes ta tolérance au sucre. Okay. Fait qu'après ça, pour aller rechercher ce goût-là, c'est un peu ça avec les jeunes d'aujourd'hui. Il y a tellement de sucre partout que tu développes ta tolérance. Ouais, ils mangent même pas de miel et de sirop d'érable parce que c'est pas assez sucré. Pour le fun, justement avec Max, on s'était fait un défi, Hard 45 qu'on appelait. Ouais. Fait qu'on s'entraînait. C'était une coupe d'entraînement. Fallait que tu aies des entraînements à l'extérieur. On avait coupé les sucres. Une coupe d'affaires, juste une espèce de reset. Au lieu de faire un 70 hard, vous avez fait un 45. Ouais, c'est ça. Parce que on commençait là. On commençait à 45. Mais mon gars, il a trippé là-dessus. Puis je reviendrai sur l'histoire. Il est un peu, à cause de lui, un peu l'origine de tout ça. Mais il trippe. Puis il dit, hey, je vais le faire avec toi. Il aime ça, le sucre, il aime ça en tabarouette. C'est zéro. Oh, ouais, pas de trouble. Puis on arrivait vers la fin de l'année scolaire. OK. Puis le tabarouette, il l'a fait. Hey, tu sais, les Mr. Freeze qu'ils donnent à l'école, tu sais, les petits cadeaux. Il y a une fête d'amis, les gâteaux, il prend rien de ça. Si on passe ce sujet-là, m'en virait fou. Mais il y avait un objectif. Fait qu'il a trippé. Hey, le Gatorade qu'il a goûté après, là. Hey, 2 gorgées, plus capable. À un moment donné, il y a un gâteau, pogne 2 bouchées, il repousse son assiette. Hey, j'ai mal au cœur. Ben là, c'est là que tu vois là, à quel point on est intoxiqué au sucre. C'est ça, tu sais. Puis là, tu peux repartir d'un autre bar ou de l'autre. Mm-hmm. Là, il a réalisé, OK, c'est ça que ça faisait. Tu sais. Mm-hmm. Là, il a j'ai mal à la tête. Ah, oui, c'est un peu le sucre. Mais je remonte, là, mon gars, tu sais, c'était à Saint-Hilaire. Ouais. L'aréna de Saint-Hilaire. Quand tu montes en haut, il y a une grosse machine distributrice. Puis dans la machine, il y avait des Gatorade. Puis tu sais, les kids sortent de là. Puis là, ils viennent de patiner. Puis ils ont fait comme l'équivalent de 8 minutes d'exercice à la glace pendant la pratique, peu importe. Puis là, ils voyaient les Gatorade. Je peux-tu en avoir un? Ah non, gars, bientôt on s'en va à la maison. Tu sais, les gros Gatorade. Non, gars, puis là, Mané, pourquoi, père, pourquoi? Puis Mané, il me lâche, tu sais, pourquoi quand t'étais, tu sais, il a vu des photos que c'est Gatorade partout. T'en buvais, toi? Premièrement, non. C'était un commanditaire, mais il n'y avait pas de Gatorade. Il y avait juste la bouteille. Puis là, tu ouvres la porte, je vais t'expliquer pourquoi. Il était sur le Red Bull, mais tu sais, on expliquait, nous autres, on se faisait nos propres genres de mix. Puis c'est là que BioSteel est rentré parce que c'était une option, OK, c'est pas qu'à 35 grammes de sucre. Puis fait que c'est un peu là qu'il est rentré par en dessous. Puis jusqu'à les recherches, ces édulcorants, puis tout arrive aujourd'hui. Mais non, c'est trop de sucre. Puis fait que là, tu t'obstines un peu avec. Mais la fois d'après, il y a 2 de ces chums qui en ont. Ah, mais pas, j'en veux un. Tu dis tout le temps non. Puis là, mané, je fais, OK, gars, check bien. On va aller, je me donne la peine, je vais d'une place, tu sais, une espèce d'épicerie où tu les vois toutes. Puis je vais choisir, comme tu as fait l'exercice, je vais choisir le moins pire. Puis quand il voudra ça, ça sera celui-là. Là, je me dis, ah, non, pas bon. Ouais, non. Voyons donc, tabarouette. Dans le fond, tu pognes un jus d'orange, tu fais 1 tiers de jus, 2 tiers d'eau, tu mets du sel. C'était ça le mix. Puis là, voici ton mix. C'est un peu ça qu'on faisait. Parce qu'en réalité, le sodium, c'est le premier minéral qu'on perd. Fait que si t'as de quoi faire à homemade, faut que tu mettes du sel. Ouais, un bon sel. Un bon sel, un sel de mer, un sel rose d'Himalaya, etc. Parce que tu vas perdre ton... Si tu manques de sodium, là, c'est sûr que là, ton magnésium et ton potassium va dropper grandement. Mais il faut au moins que tu aies du sodium si tu le fais au homemade. Là, c'est sûr qu'une version comme ça qui va avoir tout, ben là, t'es super bon. Merci bien. Pas sûr Cherry Lemonade, mais Colin, c'est un petit gin avec ça aussi, c'était quand même. Gin, bière, c'est magnifique. Mais le pire, c'est que mais moi, c'est con, mais c'est ça que je fais. Ça depuis des années. C'est que si j'ai à boire quelque chose qui déshydrate, ben, moi, le prendre avec le gars qui m'hydrate. Ouais. Le lendemain, pas de mal de tête. Fais le bien. Ouais. On parlait d'un fruit de la nature. Tantôt, moi, j'ai appris ça de Bill Guérin. Lui, il nous faisait vodka et dialyte. C'était écœurant. Frais comme une rose. Lui, il avait appris des meilleurs. Ouais. Mais tu sais, il avait roulé sa bière tout l'été, par exemple. Oui, mais non, 1er août. 1er août, t'es tombé sur la vodka. Vodka et dialyte. Ça, c'était le gros training. Mais tu sais, fait qu'on se retrouve, je m'obstine avec mon gars, puis c'est d'une rencontre avec un des partenaires qui est là, Pat Cool. On se met à jaser de toutes sortes de projets. Puis lui, il avait une microbrasserie. Puis, tu sais, c'est un artiste, un gars qui c'est un entrepreneur né. Puis il a tout le temps plein d'idées, plein de projets, plein d'énergie. Fait que là, il commence à parler. Puis il parlait de sa microbrasserie. Puis moi, j'étais encore impliqué avec le groupe Respect. Ouais. Puis c'est toutes des formations abus, intimidation, discrimination, harcèlement, milieu scolaire, sportif, puis du travail. Puis il parlait un peu de ça, il trouvait ça intéressant. Puis hey, on pourrait faire une canette.
une bière avec la canette, puis faire un artiste, puis mettre le mot respect là-dessus, parce qu'il me semble que dans les arénas, il y avait eu une couple d'histoires. Là, il faudrait ramener ça, le message. Je suis mais je suis pas sûr. Sheldon Kennedy, qui était à la base du groupe Respect, il est sobre, il ne consomme plus. Je suis pas sûr de voir une canette avec le groupe Respect là-dessus. Puis, dans les arénas, si tu veux faire un message aux jeunes, en tout cas, il prend ses idées, puis c'est lui qui dit hey, un breuvage sportif, puis là, j'étais en train de m'obstiner avec mon gars. C'était dans les mêmes, mais le timing était bon. Ouais. J'ai dit, hey, Pat, time out. C'est quoi tes connaissances? Qu'est-ce que tu pourrais faire là-dessus? Puis on se met à parler, puis le lunch, c'est d'1h30, on se met à parler là-dessus. Puis voyons donc, sachant très bien que c'est complètement stupide de se lancer là-dedans avec les monstres qui existent, puis connaissant très bien que ces gros monstres, ils prennent le contrôle, puis c'est difficile de rentrer. Puis je dis, tu sais quoi? Peux-tu faire de quoi que même si c'est juste nous qui le consommons, bien, ça sera ça. Au moins, on va être content d'avoir de quoi, une offre de même. Puis, tu te parlais avec Max, c'est sûr. On s'est fait un petit sauna. On a invité Étienne. Tout est réglé là, le sauna. C'est le moment tu fais de la business. Mais non, mais Étienne venait de vivre une belle expérience avec Atypique. Puis, tout ça, c'est connaissances. Puis, on fait de quoi que pour la jeunesse, on a tous des jeunes enfants. On est tous conscients un peu de ce qu'on met dans notre corps. On fait de quoi qu'on va être vraiment fiers. Puis que c'est le bon message, puis ça va être à bonne utilité, puis advienne que pourra après. On le fait. Produit de chez nous, en plus. Tu as du sirop d'érable là-dedans. Exact. C'est ça que j'aime. Moi, ça respecte vraiment mes valeurs. Ça, que tu le fais. À la limite, tu fais la meilleure chose possible. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Mais sachant que, mais que tu es fier de ce que tu utilises comme marchandise. Que tu vois un kid avec, tu te sens pas mal. Puis des fois, j'ai cette conversation-là avec mes enfants. On parle de produits. Je dis non, ça, tu peux pas. Je dis, maman, pourquoi quelqu'un l'a inventé? Pourquoi ça existe? Pourquoi tu peux. Fait que là, des fois, on a tout ce débat-là, mais là-dessus, c'est. Moi, mes enfants, le règlement, c'est quand il y en a dans le frigidaire, tu peux en prendre. Prends-en. J'aime mieux ça que le jus qu'il y a sur la table. Des fois, on y va. On fait ça, puis c'est un peu la mentalité du groupe qui est le fun, qui est une gang écœurante. On y va, on va y aller tranquillement. On ne peut pas aller se battre avec les campagnes de marketing comme les gros noms. Tout ça. Exact, mais on va y aller, bouche à oreille, petit peu par petit peu, événement là, si ça, puis le monde va s'y faire à l'idée. On y va avec les gens qui sont conscients de ce qu'ils mettent dans leur corps. Ceux qui regardent un petit peu, c'est quoi? Il y a 8 ingrédients, c'est tout naturel. Ils sont capables de dire c'est quoi? C'est exactement c'est quoi. Genre, des fois, t'es comme. C'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tranquillement, ça fait son chemin. Puis là, tu vois, on s'en vient avec des sachets individuels de poudre. On va s'en venir avec. Quand on s'était parlé, tu m'avais dit peut-être que tu allais l'avoir. Oui, mais on n'est pas. Il nous reste un ingrédient arrivé, en tout cas pour le mix. Puis ça s'en vient. Fait que j'ai pas. Ça va être super accessible. N'importe où, n'importe quand, boum, dans ta bouteille. Mais tu vois, moi, l'équipe M18-3 avec laquelle je suis impliqué, ils l'ont eu, ils l'ont goûté. Les gars. À date, ils ont trippé, puis ils perdaient 3-0 après une. Ils ont gagné ce match-là, 7-5, quelque chose comme ça, grâce au billard, uniquement. Très bien placé, ça. Mais c'est de quoi on trippe. Là, les poudres, les saveurs de poudre, moi, je capote, là, les 3 saveurs qui s'en viennent là. Fait que le goût est super bon. Puis tranquillement, ça fait son chemin. Tu vois, il y a des équipes dans la Ligue américaine un peu partout que là, ils en demandent pour les joueurs, pour juste pouvoir l'utiliser. Des équipes un peu partout, même dans une couple d'équipes dans la JMQ qui ont commencé à faire pour les gars. N'importe quelle équipe. Vous êtes dans les épiceries? C'est dans les métros? Toute la famille Sobeys, dans le fond, fait que les GA, Bonichois, voisins. On est tranquillement, on rentre. Notre but, c'est sûr que dans les arénas, si vous avez un aréna, vous avez un centre d'entraînement, un gym, dans tous ces endroits-là, c'est là que c'est facile d'accès, de pouvoir pogner avec un frigidaire. C'est un peu là qu'on vise être pour l'utilisation. Puis c'est un peu ça, c'est que le monde va l'utiliser parce que toutes les équipes, tu es un nutritionniste, tu as quelqu'un qui fait attention. Si tu as conscience de ce que tu fais, tu peux pas laisser le Gatorade là tout le temps. Tu sais, je comprends le gars qui vient de jouer 35 minutes, tu sais, il va le prendre son Gatorade, c'est pas trop dommageable. Puis... Mais encore là, tu sais, il y a des façons de faire bien mieux. Puis avec la poudre, c'est ça qui est le fun parce que il y a juste 10 grammes de sucre dans celui-là. C'est un peu. Le but, c'est de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on veut le héros de tous les jours. Tu as fait ton gazon, tu as travaillé, tu as râtelé les feuilles là, présentement. Puis maintenant, tu rentres, tu sais, l'ose passée, là, mais. Au lieu de te taper un Gatorade, c'est mieux ça. Fait que c'est un peu ce qu'on vise, mais quand tu vas dans la haute performance, mais là, avec la poudre en plus, mais là, tu peux augmenter le dosage. Exact. Fait que là, tu peux aller un peu plus haut. Ça ne sera pas juste des sachets, ça va être... Il va y avoir aussi le sac. Pots, exact. Le sac qui est là. Fait que on apprend tout comme on le fait. Puis là, c'est une école...
c'était écœurant, ce cours-là. Là, avec la gang avec qui on a parti de zéro avec une idée de hey, peut-être. Puis tu pars, puis là, on s'est fait un lac à l'épaule, puis c'est l'apprentissage, le trip est malade. Puis de là, moi, je suis un consommateur. Là, j'adore ça. Ça fait la différence. Vous avez du fun à faire ce que vous faites. Ça, je trouve quand même ça important dans la vie. Quand tu as du fun à faire ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Ça respecte ton système de valeurs. Puis t'aides les gens. Je pense que tu atteins tous les points importants, je pense. Ça devient facile. Ça devient facile. Il n'y a pas de... Puis des fois, on a des conversations avec du monde, avec des marchands ou avec une couple qui nous reviennent. Il y a des couples de personnes, c'est pas assez sucré. Ben, c'est ça qu'on vise. Fait que, si t'es pas prête, c'est correct. Fait que, c'est d'autres choses. Puis des fois, t'arrives avec des marchands, puis, les marges, c'est pas ça. Non, moi, ça me prend plus ça. OK, ben, on n'est pas rendu là. On essaye, on y va tranquillement, puis le but, c'est que ça fasse son chemin. Le marchand, que lui, il regarde les chiffres au lieu de garder bien fait. Fait que lui, il va y aller avec, il se fait donner les Gatorade, ça goûte rien. Fait que, il se fait donner, OK, parfait. Ben, je comprends, mais nous, on y va là. Puis de l'autre bord, il y a plein de monde qui embarque. Comme moi, je trouve ça écœurant, c'est québécois. Je veux aider, puis c'est pour la santé. Hey, vas-y, ben oui, non, on les rend. Hey, on fait de la place. Hey, OK, on emmène dans le frigidaire. Ah oui, j'ai des ententes. Il y a plein d'affaires avec le monde qui nous aide. Fait comme, ça, c'est cool. Fait que, ça fait son petit chemin. Puis des fois, on est encore à se faire connaître. Il y a encore plein de monde dans le monde du hockey qui. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, tranquillement, on s'en vient. Moi, j'ai rentré au gym, là, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on avait eu de la misère à se parler, à se voir. Mais c'est sûr que. On a réussi, Colin. C'est sûr que je le rentre. Là. Sur le banc des pénalités? Vous avez géré ça sur le banc des pénalités? Une game la semaine? Ah ouais, d'un back-check. Il nous couvrait à la pointe. Faut que je te parle! Non, mais tu sais, c'est accessible. Le monde, comme je dis, j'avais encore du monde au gym qui avait l'habitude d'être tu du Gatorade. Non, pas de Gatorade. Powerade aussi, on l'oublie. Ça, c'est notre coche en bas. Fait que là, t'as quelque chose qui respecte mes valeurs, qui est accessible. Moi, c'est ça, je rentre. Des machines distributrices dans les arénas, il faut que ça soit remplacé. C'est après ça. Fait que tranquillement, on se structure aussi à travers tout ça. Fait que là, on est bien plus ferré là qu'on l'était là 6 mois. J'en ai encore plein dans mon garage. Moi, je fais plein de livraisons. J'aime ça être là-dedans. Mais tu parlais tantôt d'Hugo Santomo. C'est une des premières personnes que j'ai appelées parce que c'était tellement intelligent. Hugo, je sais que c'est pas son domaine spécialement, mais connais-tu quelqu'un qui, dans le domaine de la nutrition puis du breuvage, c'est surtout la nutrition. Puis je parlerais peut-être de la meilleure recette d'un breuvage d'hydratation. Puis il dit ben oui, j'ai quelqu'un pour toi. Puis il me présente un homme qui a dédié sa vie à la nutrition sportive. Puis il s'est spécialisé, puis toutes ses recherches étaient dans le breuvage sportif vers la fin. Fait que là, coup de téléphone, il n'y a aucune idée pourquoi je l'appelle. Le gars, c'est juste Hugo, il l'avertit, Bruno va t'appeler, il y a des questions pour toi. Puis je pose juste la question, je dis comment ça va? Un plaisir de te rencontrer. Ça serait quoi la recette idéale pour un vrai breuvage d'hydratation? Pouf, il part. Une demi-heure de temps. Je suis en train de prendre des notes. Tu sais, un passionné. Puis là, il me parlait de recherche, puis de ci, puis de ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est ton sucre. Tu sais, tu as besoin de glucides. Si tu as besoin de glucides quand tu fais l'exercice, mais ça prend un bon glucide. Puis de là, un bon ballon d'électrolytes. Puis, tu sais, là, il faut que ça soit bon au goût. Mais vraiment, le squelette de ça, pour que ça soit bon, voici ce qu'il faut que ça soit. Puis là, il m'a dit, je vais t'envoyer des recherches, c'est ça. Puis là, OK, il faut que ça soit un sucre, un bon glucide, un sucre naturel. Faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, tu as trop un spike d'un spike. Exact. Puis là, il me parle de miel, il me parle de sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est un sucre complet, ça s'assimile bien mieux par le corps. Des fois, le monde ne réalise pas. Puis des fois, tu sais, il y en a plein de gens qui vivent avec le diabète, différentes sortes de diabète. Ils peuvent le consommer, ça, il n'y a aucun problème, parce que c'est un sirop d'érable qui est un sucre qui est beaucoup plus facile à assimiler. Puis, fait que là, il part avec tout ça. Puis là, il dit, le moment, je glisse le mot, BioSteel, mettons. Puis là, il parle, des édulcorants. Puis là, il parle, les édulcorants. Là, les recherches rattrapent. Tu sais, il y a eu la tendance zéro sucre pendant un bout. Mais là, ce virage-là, c'était facile de trouver des shortcuts, mettre zéro sucre. Là, le monde, zéro sucre, ça doit être bon. Zéro sucre, t'as l'acésulfame de potassium, du sucralose, tu sais. Mais c'est pire, c'est rendu pire, c'est ça. Maintenant, ils comprennent tout à quel point c'est nocif. Fait que là, il m'envoie ces recherches-là, Puis c'est lui qui nous a poussé un peu, il nous a guidés vers les producteurs acéricoles puis le sirop d'érable. Puis au début, j'étais un peu réticent parce que, tu sais, le sirop d'érable, je vais mettre ça un peu sur mes crêpes, mais je suis pas un gars de sucré de base. Moi, il ne faut pas que ça goûte trop.
Mais la personne qui est avec nous, la biochimiste qui nous aide dans ces recettes-là, elle était écœurante. Puis elle trippe. Tu sais, c'est une madame qui, dans la vie, pourrait faire n'importe quel job. Elle avait une job qui était beaucoup plus payante, qui l'amenait à voyager, puis beaucoup plus stressante, qu'elle s'est retrouvée dans le cas, là, elle trippe. Ouais. Puis, tu sais, elle a les valeurs à la bonne place, puis elle fait ça pour les bonnes raisons, puis elle l'aide, puis elle est écœurante. Fait que c'est le fun de travailler. C'est tous les gens que tu rencontres qui disent « Hey, je vais t'aider, je vais t'aider. » Tu sais, la gang d'Érable Québec qui nous aide là-dedans, c'est malade ce que vous faites. « Hey, on va aller de l'avant, on va pousser. » Tu sais, les autres, ils veulent pousser l'érable, puis les bienfaits, puis etc. Puis on est dans cette gamme-là aussi. Fait que tu développes toutes sortes de partnerships, de gangs qui embarquent, puis qui aident. Puis le but, c'est qu'on veut les aider, ils nous aident, puis le projet avance. Hein. Est-ce que tu entrevoyais un projet business comme ça? Quand est-ce, dans le fond, après ta carrière, avant ta carrière, tu disais, moi, je vais être un entrepreneur, ou ça s'est matérialisé plus récemment là, avec cette opportunité-là? Non, zéro, absolument. Tu sais, je l'étais un petit peu pareil par le fait d'être entrepreneur, de gérer ma propre affaire qui était différent chapeau. Tu sais, c'était un peu ça, plus, mettons, là, que je le voyais. Mais non, tu sais, j'ai de la difficulté à placer dans ma semaine le moment où je vais pouvoir aller aux toilettes puis peut-être me brosser les dents dans l'horaire. Tu sais, il manque de temps. Puis là, j'ai été me sacrer ce projet-là sur le tas. Mais non, j'ai tout le temps aimé ça. Tu sais, j'ai tout le temps vécu de projets. J'ai tout le temps vécu de... Tu sais, entrepreneur, c'en est une partie de, mais moi, c'est beaucoup plus les projets. Puis j'aime des projets que tu as un objectif, tu as une équipe. Puis c'est souvent pas mal plus avec qui tu le fais que ce que tu fais. Tu es allé rechercher un petit peu ce que tu as pu en jouer au hockey. Oui, ça, 100%. Puis quand j'ai arrêté, j'ai fait tout l'exercice avant de prendre ma retraite. Puis l'année avant de prendre ma retraite, quand j'ai eu ma dernière grosse blessure, il me restait 1 an de contrat. Puis là, je le savais. Si je voulais vivre, je voulais être capable de jouer au golf, non, il fallait que j'arrête. Mais j'ai eu 1 an. C'est ça qui a mis fin à ta carrière. Ah, je le savais. La 6e opération, je dis là, j'avais mes 2 ACL, mes ministres, tout y avait passé. Je dis, la dernière année, c'était mon dernier tour de glace, tu sais. Fait que j'arrivais à l'aréna avec un sourire dans la face tout le temps. Puis j'ai fait plein d'affaires pour préparer mon après-carrière. Puis une des choses, c'était ça, qu'est-ce que j'ai dans le hockey? Tu sais, je le décortiquais en différentes parties. Puis comment je vais pouvoir le retrouver? Tu sais, moi, j'étais un compétiteur. J'aime compétitionner. Mais dans la société d'aujourd'hui, un compétiteur, c'est mal vu. C'est pas... non, tout le monde est égal, tout le monde a la chance. Moi, j'ai besoin de cette dose-là. Moi, je veux, pour le fun, c'est qui est meilleur à ça? On essaie, OK, tu gagnes. Les moteurs poignés, tu sais, Moi, ça fait partie c'était de l'essence, tu sais. Maintenant, c'est comme, mais non, mais arrêtez, là, tu sais, on va... C'est partie nulle. Ben oui. J'appelle ça mon addiction à la compétition. Là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait du bien, ça. Puis quand on joue, là, les mercredis matins, c'est tout dans le respect. Mais quand c'est 2-1, c'est la dernière game, ça se met à jouer, puis c'est le fun, ça. Puis tu vois, j'ai une gang à Québec, là, dont Mike Laplante des Capitales de Québec, Steve Jobidon, Alex Giroux, une gang qui sont là. Ils ont cette fibre-là aussi. Fait qu'on se fait des journées, les journées de rêve. On joue au golf. Là, le pickleball va rentrer, mais on joue au golf. Après ça, on va aller jouer pétanque, quai finlandaise. Il faut gagner. Puis si tu perds, tu te fais écœurer. Ça fait partie. Fait qu'on compétitionne une journée de temps. Puis après ça, on revient à la maison et on est content. Ça, j'avais besoin de retrouver ça. J'avais besoin de trouver un travail d'équipe. J'avais besoin de retrouver... moi, il faut que je travaille fort. Dans les tests psychométriques que j'ai faits avant ma retraite, ma zone de confort, c'est qu'il faut que ça soit difficile. Fait que si tu me présentes un projet, que c'est facile, ça va bien, j'aimerais pas ça. Je ne serais pas bien. Il me semble, ça veut dire qu'on manque de quoi. Quand c'est dur, quand tu me présentes de quoi, ça ne sera pas faisable, ça. Ça ne sera pas faisable, ça. Ah ouais? OK, bon, là j'embarque. Fait que c'est un peu, OK, comment je retrouve tous ces aspects-là? Puis, ce projet-là amenait ça d'une façon. Comme j'avais plein d'affaires, avec RDS, le groupe Respect, mais c'était beaucoup plus mes affaires avec différents mondes, que là c'était une équipe, un projet commun, puis on essaie, puis let's go, on le fait avancer. C'est vraiment nice. RDS, tu l'avais-tu déjà planifié ou c'était-tu déjà un objectif, justement, pré-retraite, quand tu as eu ta dernière année comme joueur? Ça faisait encore plus longtemps que ça. Quand je revenais... Quand tu jouais, si je me souviens bien, quand tu finissais tes saisons, tu faisais déjà de RDS. Oui, exact. Puis tu étais déjà un intervenant. C'est quand j'ai eu mes problèmes à 23 ans, c'est un peu ça. J'ai commencé à faire ça parce que moi, je pensais que c'était fini. Finalement, j'y retourné. Mais moi, à 24 ans, c'est-tu ma dernière saison? Je ne sais pas. 25 ans, c'est-tu ma dernière saison? Je ne sais pas. Quand je revenais par RDS, il me disait « Hey, tu veux-tu venir en faire? » Je disais « Oui. » Des fois, je faisais des games Dallas, Anaheim, finissais en 3e prolongation. Je rentrais chez nous à 2h30 du matin. Je me couchais, je me levais à 7, j'allais m'entraîner.
c'était pas logique de faire ça, mais dans ma tête, c'était nécessaire parce que je préparais. Je voulais être là, je voulais mettre le pied dans la porte. Puis j'ai eu une offre de RDS avant de prendre ma retraite. Tu sais, eux autres, ils savaient, là, t'es-tu à la fin, gars, voici ton offre. Fait que ça a comme fait un filet. Puis au début, j'ai dit, 2 ans, ça va être un projet pont. Tu sais, je vais faire 2 ans, on va me trouver qu'est-ce que je veux faire, puis après ça, je vais partir. Parce que dans mes tests psychométriques, ils me donnaient 3 jobs que je devrais faire, selon ma personnalité, qui seraient mes grandes forces. Ça, tes tests avaient décidé d'aller faire ça? L'association des joueurs avait ça. Il y avait ça. Puis Jay Harrison, il était là-dedans. Puis lui, il était de son côté, un psychologue. Puis il a aidé beaucoup là-dedans. C'est un ancien joueur, un ancien défenseur aussi de la Ligue. Fait que j'ai fait le programme, tu sais, juste pour voir. Puis dans les jobs à faire, ma job numéro 1, là, ça serait entraîneur au niveau universitaire. Parce que tu accompagnes, il y a beaucoup de côté humain qui, moi, il est super important dans ma vie. Puis dans les 3 jobs à ne pas faire, l'avant-dernière, c'était en finance. Puis l'avant-dernière, c'était la deuxième, mettons, pire, là, c'était analyste à la télévision. Ah ouais? Puis là, je riais parce que je savais que c'est un peu là que je m'en allais. Fait que pourquoi, tu sais, moi, les apparences, ça vaut rien. Les apparences, ce que le monde pense de moi, ça n'a aucune valeur pour moi. Mais quand tu es à la télévision, c'est super important. Tu as 2 minutes pour faire un sujet, tu es beaucoup en surface, tu es beaucoup plus dans l'apparence que de vraiment approfondir quelque chose. Puis c'est normal, il y a des situations, on a plein d'opportunités pour approfondir, mais 2 minutes, c'est pas vrai que je vais te dire ce qui se passe vraiment. Je vais te dire, ben oui, ça va, puis il y a ça, ça. Fait que c'était un peu, ça allait contre ma personnalité. Moi, je me bats avec j'essaie de skipper les maquilleuses, tout match, en tout cas. Fait que moi, les apparences, c'est 0. Fait que de s'en aller dans ce monde-là, c'était, eux autres, ils recommandaient de pas y aller, mais finalement, j'ai été pareil. Au début, c'était 2 ans. T'as l'air aimé ça aussi. Mais je trippe. La gang qui est là, il n'y a personne d'égoïste. Tout le monde veut que l'autre à côté paraisse bien, qu'il fasse bien, qu'il aide. Tout le monde s'aide. Même si c'est individuel, tu vas chercher une forme d'équipe encore. Là. Beaucoup. C'est ça que je pensais pas trouver là. Puis c'est ça que j'ai trouvé. Tu sais, même parce que je suis un joueur analyste, puis tu as des journalistes, puis des fois, ça peut être délicat. Tu arrives, le gars, il a utilisé là-dedans, il travaillait ça là-dedans. Fait que tu peux t'attendre au contraire. C'est d'être squeezant sur François Gagnon, c'est le premier. Hey, non, viens, j'ai ça. Tu l'appelles, il t'en donne 3 fois plus. Tout le monde, même Gaston Terrien, Normand, les gars sont tout le temps en train de s'aider. Tu sais, t'as-tu besoin de quoi? N'importe quoi. Hey, ça va être le fun. Fait que ça, je crime, c'est trippant, ça. Moi, je voulais une stabilité. Quand j'ai pris ma retraite, on a déménagé dans une maison où on est présentement. Mon gars avait 6 ans. C'était son 14e déménagement. Quand tu n'étais plus capable de partir. Fait que puis moi, ma femme, on comptait, on était rendu à notre 23e. Et ça, un moment donné, comme, on peut-tu être ici un bout, peux-tu être couché à la maison, avoir une stabilité. C'était ça un peu que je voulais, je visais au début, après la retraite. Nice. Ben, bien réussi, en tout cas. Bien réussi. Je trippe ce que vous avez fait avec BI. J'aime bien te voir à TV. Je trouve que tu fais une super bonne job. C'est authentique, Bruno. Ben, merci bien, on s'amuse. C'est ce que tu mentionnes présentement. C'est ce qu'on voit. Ça confirme ça, dans le fond. Là. Ce qu'on voit, c'est ça. C'est la réalité. Mais moi, j'ai une question pour vous autres, par exemple. C'est là où j'ai ça recevoir des fleurs de même. Là. Regardez. Mais je veux savoir concrètement, avec vos connaissances, pour les jeunes aujourd'hui, est-ce nécessaire? Si oui, combien de temps sortir de la patinoire, décrocher de son sport, numéro 1, peu importe le sport, pour se donner un repos, selon vous? Vas-y, Jean. Tu parles d'après une saison ou... N'importe quoi. Tu as 12 mois. Dans ton 12 mois, tu as ta saison. Tu as ta saison morte. Je te dirais rien faire du tout après une saison. Il y a déjà eu un moment qu'on dit « prends un mois off ». Moi, je trouve ça un peu grand. Mais pas... Quand je dis rien faire. Mais, mettons, maximum, moi, je veux 2 semaines, puis après ça, tu recommences à faire de l'entraînement. Même si c'est un jeune, tu bouges, tu fais autre chose. Mais le hockey, selon moi, faut qu'il y ait un break de hockey. Combien de temps mettons, il va vraiment avec la glace? Pour moi, ça dépend quand la saison finit, dépendant des joueurs. Mais mettons à 10 ans, parce que c'est sûr que le gars de 21 ans, 22 ans, c'est différent, mais à partir de 10 ans, puis selon les tranches d'âge où tu finis ta saison, peu importe ta fini 2 mois sans jouer. Là. 2 mois sans toucher à la glace. Mais on travaille d'autres aptitudes physiques, d'autres qualités physiques. Un autre sport. D'autres skills, un autre sport. Comme on faisait à l'époque. D'autres stimuli. Tu sais, comme les jeunes, ils sont plus capables de frapper une balle.
Il faut que tu travailles d'autres skills. Mettons, quand tu joues au basketball, exemple, là, tu travailles d'autres skills qui vont t'améliorer dans ton hockey parce que ton démarquage, il est encore plus serré dans ce sport-là. Tu vas jouer au tennis, par exemple. Ton iron coordination, il est bien plus sollicité. Fait que, on travaille d'autres habiletés en faisant d'autres sports qui vont nous aider à devenir quand même un meilleur joueur de hockey. C'est pour ça que moi, je trouve que, c'est ça qui est vendu présentement. Il y a tellement de coachs, d'écoles de hockey, de programmes, de ci, de ça, que ça soit au privé, que ça soit au public, etc., que les jeunes font du 12 mois par année du hockey. Puis on le voit. Organisé. Ouais. Organisé. Ils peuvent pas aller jouer dehors aller jouer dans sa patinoire dehors, c'est que tu travailles d'autres habiletés. Puis Wayne Gretzky, j'ai aimé ça récemment, il disait ça. Il dit que les joueurs d'aujourd'hui sont vraiment habiles puis c'est des machines. Sauf qu'on dirait qu'il dit c'est des robots. Mais de la compréhension. J'ai eu une longue conversation avec Alex Tanguay. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, les gars rentrent, ils tirent la rondelle, c'est complètement fou. Ils sont capables de tricoter une paire de mitaines d'une cabine téléphonique. Puis ils sont vite comme le vent. Les gars, ils arrivent tous de même. Il n'y a pas de jeu d'ensemble, par exemple. Mais explique-leur pourquoi, à 2 contre 1, tu es à l'extérieur des dots, tu tires pas par-dessus la mitaine de coin opposé, parce que tu mènes par un, puis tes defs sont peut-être en train de changer, puis tu sais, le gars, il saigne du nez. Non, pourquoi tu penses à tout ça? Non, moi, je suis capable. Je la ramène, je lève ma patte, puis je mets ça dans le top. Ça marche pas. Mais il y a un moment pour la compréhension. Tu parlais d'aller jouer dehors. Tu sais, des fois, moi, je pense que c'est tu veux développer une vision, là. Rentre dehors avec 40 personnes, toutes les grandeurs, les différents. Il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ah non, tu as fait les bâtons au début, tu essaies de te rappeler, lui est là, lui est là, lui est là. Ouais. Il y en a un tout petit, il y en a un grand, il y en a, tu sais, fait que ça fait partie de... Mais il y a cette compréhension-là. Sauf que ça, t'es partout, là. Partout, tu demandes à n'importe quel expert qui baigne autour de ça, ils vont te dire, t'as besoin d'un break. T'as besoin d'un break. Moi, je me rappelle, par exemple, mais on le dit, au concret, mais tu vois, moi, il y a un gars comme Denis Gauthier. Denis Gauthier me contait, moi, je cachais la poche de mes gars. Puis des fois, c'était dur. Puis il dit, je crime des fois avec Eaton qui est à Drummond. Je me pognais. Je l'ai vu jouer justement Eaton vendredi. Oui, puis tu sais, mais ce qui est dur, là, mettons concrètement, puis je le comprends. Maintenant, tu sais, ça fait partie de... Il faut que tu sois sélectionné. Là, c'est pour ça qu'ils ont devancé les camps au printemps. Mais là, il y en a beaucoup qui pensent que quand tu arrives c'est sûr que si tu patines tout l'été, la première pratique du camp, tu peux être en avance sur un autre. Mais on sait tout qu'en janvier, c'est différent. Sauf qu'on dirait qu'il n'y a pas cette patience-là. Le meilleur exemple que je peux te donner, sûrement que tu as connu ça toi aussi quand tu as joué. Je veux dire, tu as des joueurs qui étaient phénoménales à 10, 11, 12 ans. Puis finalement, ils arrivent à 15, 16, 17 ans, puis tu les vois plus, sont où ces gars-là, tu sais. Puis ils dominaient la tombe ou le pee-wee. Puis dans le fond, c'est que tout est un développement. Hein? Fait que ça sert à quoi d'être hyper bon quand tu as 10 ans? Tu sais, ça sert à quoi d'être hyper surspécialisé contre les meilleurs. À 10 ans? Ouais. Ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre de regarder, mettons, une semaine d'entraînement, entre le hockey organisé ou le sport organisé, puis d'aller jouer pour le fun, puis d'aller travailler tes mains pour le plaisir. Je suis sûr que tu viens de cette époque-là, toi aussi, de mettre ton net dans la rue, puis d'aller shotter des pucks. Ça, pour moi, c'est pas un enjeu. Palais de titan, grosses de Il faut faire une grosse différence entre le coach de power skating, le coach des mains, le coach de skill. Tu sais, il y a des coachs pour tout. Il y a du 3 contre 3, il y a la ligue de 5 contre 5, il y a les tournois, il y a les showcases. Et ça, c'est tout. Ben oui. Puis, c'est ça la grosse différence. Tu vas au parc aujourd'hui, la glace n'est pas surgelée avec une Zamboni. Les jeunes, ils vont pas jouer, puis ils passent pas la gratte s'il y a de la neige. Fait qu'ils vont pas jouer. Là. C'est glace extérieure là, pendant l'hiver. Fait que tu as un 2 mois, déjà que c'est plus court qu'avant. Tu as un 2 mois que moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Je m'en vais sur la glace avec mes chums de 30 ans, 40 ans. On va jouer. Il n'y en a pas de kids. Il n'y en a pas de kids, c'est classe. Puis on est supposé. Ils n'ont pas le temps. C'est notre sport national. Ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils se reposent. Ah non, mais c'est parce que, tu sais, sur le plancher, puis je suis pris là-dedans. Tu sais, je suis un peu. Moi, je suis sur cette mentalité-là beaucoup. Ton garçon, il a 10 ans. Oui, il y a 11. Là. 11. Puis moi, c'est un deal. Puis c'est hyper complexe. Puis, tu sais, il l'a vécu cette année. Mais moi, quand le hockey de printemps, moi, je l'ai vécu, le hockey de printemps. Fait que c'est dur pour moi de dire non. Moi, j'ai
comme jeune, j'ai vraiment trippé. Mais c'était complètement différent. C'est une autre approche. C'est plus un party, on dirait, avec les parents. Mais maintenant, c'est ça. C'est comme tout le monde fait. À l'époque, c'était les élites. Toute la rive sud de Montréal. Fait qu'il y avait des gars de Farnham comme HP, c'est ça? Ben, on a eu HP, mais avant, ma première année, ça a été le mini spatial. OK. C'est là, j'ai joué avec Pierre-Marc Bouchard. Okay. C'était le phénomène du temps. Mais on était 120 kids invités à un camp. Puis de là, ils ont fait une équipe de hockey de printemps. Puis, tu sais, on jouait contre les Team Massachusetts, les Pirates de Castleman. Ça ressemblait à ça, nous. Tu sais, c'était un peu... Moi, j'étais allé juste une année, puis finalement, j'ai réalisé que... Puis mes parents aussi m'ont comme orienté là-dedans, qu'on lâchait le hockey le printemps. Je l'avais fait un an, le HP à l'époque, que c'était le 3 d'été ou whatever. Puis finalement, j'ai réalisé qu'on a mis ça de côté, puis je m'étais lancé dans le soccer, puis je me concentrais sur d'autres sports. Puis je pense que c'est une bonne affaire. Là. Ben oui. C'est ça que je veux. C'est ça que je recommande de faire aujourd'hui, mais on dirait que c'est comme de plus en plus dur parce qu'il y en a tellement d'options. Puis il y a tout le temps plus. Tu sais, il y a tout le temps. Mais ça. On fait un combine une fois par année. Puis en fond, c'est une affaire de fou qu'on évalue. Là, c'est vraiment hot. Là. On évalue sur. On a de l'équipement qu'on combine. On est dont Paul Gagné, Philippe Roy, Gab, moi. On combine tous nos équipements. On a un mix d'évaluation sur glace, hors glace, posturale. Puis on fait tous les liens avec toutes ces évaluations-là. One-stop shop. On a de la misère à booker une journée par année. Parce que faut penser au week-end. OK, il y a ça, il y a ce camp-là, cette semaine-là. T'es rendu au mois d'avril, mai, tu peux rien booker. T'es rendu au mois de juin, tu peux rien booker. Ils ont tout de quoi? Mais maintenant, c'est rendu les tournois, c'est rendu à l'année. Tu peux en faire toutes les fins de semaine, tout l'été. Il y a un tournoi de shootout, là. Puis après ça, la semaine d'après, ben là, c'est le camp de sélection de Jet 3. Puis après ça, écoute, ça arrête pas. 2 secondes. Fait qu'on s'est dit, on book une date. On a fait ça une journée dans la semaine cette année. Un lundi de congé par rapport à... Un lundi férié, la fête de la reine, ça. Mais oui. Mais t'as pas le choix. Quand tu peux faire ça la nuit. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas... Je trouve ça un peu anormal qu'on soit obligé de faire ça. Je pense que là-dessus, il faut se poser des questions parce que oui, c'est le fun de faire bien des tournois, mais je pense que ça nuit un peu au développement des joueurs. Mais c'est comme année, tu sais, moi, j'ai... Tout le monde sait de son côté en plus. Ouais, mais c'est ça, c'est comme année, il n'y a plus de fin. Mais tu sais, moi, je le fais où la saison se termine, puis comme on a vécu des tournois de hockey de printemps, puis tu sais, moi, je l'ai vécu jeune, puis j'ai trippé. Fait comme tu vois, cette année, on a fait une petite équipe, on est parti, on est allé jouer un tournoi à Boston. Tu sais, cool. Moi, j'avais trippé jeune de rentrer dans l'arena. Pas passé l'été à faire ça. Mais c'est ça. Puis là, quand le dernier tournoi, là, après la pandémie, il y a eu un moment, tout était décalé un peu. Fait qu'il y en a eu un tournoi mené qui s'était retrouvé au mois de juin, puis ça m'avait tombé sur le cœur. Mais le dernier tournoi fini, moi, le deal, c'est l'équipement disparaît. Fait que, moi, je fais ce que Denis Gauthier a fait. Je trouve ça écœurant. Je cache son équipement, puis il a le droit de la sortir à la toute fin. Comme, mettons, quand le mois d'août arrive, quand le premier camp, il y a l'Académie Gaulois dans notre coin, puis là, ça repart. Mais tout le temps, là, il voit ses chums, là, ils reviennent d'une pratique. Ils pratiquent 2 fois semaine toute l'été. Tu n'as jamais un vrai break. Fait que là, ils reviennent d'une pratique, ils reviennent de là. Puis là, il rentrait dans son camp pour le 3 pour faire l'équipe. Il vise faire l'équipe. Le mané, il est venu stressé noir. Il me regarde, les autres, ils s'entraînent, on est malades, ils vont être prêts. Puis là, c'était d'y vendre l'idée de non, fais-moi confiance. Il joue au soccer. Il aime ça, il joue au soccer. Mais quand tu vas au soccer. Mais moi, je perds mon temps. Non, quand tu vas au soccer, là, puis tu cours pour le ballon, c'est un sprint. Fais tout dans le tapis, peu importe. Gab, tu vas être en forme, puis tu vas être un athlète. Ça va venir avec. Puis c'était d'y vendre un peu les entraînements comme toi aussi, tu te prépares de ton bord. C'est correct, t'as pas. Tu vas être correct à la fin. Puis c'est dur, mais il est arrivé, là. La première journée qu'il y a comme l'école de hockey avant que ça reprenne, remets des nouvelles culottes, un nouveau casque, des nouvelles pattes. Un peu plus dur cette journée-là. La panique. Là, je serais pas capable, c'est ça. Mais là, c'est de non, tu vas être correct, je te dis. Mais des fois, quand tu es au jour le jour, tu oublies de te reculer. Tu vois juste l'arbre, tu vas pas à la forêt, tu vas comme attends une minute. Là. Non, son break. Puis moi, j'étais content parce que Mané, quand il a arrêté, il me parlait pas de hockey. Puis là, Mané s'est mis à s'en ennuyer. Puis là, il y avait des champs. Puis là, il en parlait. Puis là, il y avait hâte. Il y avait hâte. Il y en a là, il est prêt. Les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent, junior majeur, ils ont choqué. Ils sont tannés. Ils sont rendus le plus haut niveau qu'ils peuvent jouer au niveau junior. Plus haut niveau que tu veux atteindre quand tu es rendu à cet âge-là.
Puis non, j'arrête parce que je t'ai en plus. Là. Hey, ça dit quoi, tu sais? Ça dit qu'il était abusé pendant trop, c'est trop. Forcé par les J'ai vu un gars, il y a quelques années, là, puis moi, ça m'avait mis à terre. Il fait le M18-3. Tu sais, c'est comme ça, c'est le summum de ta région. Tu sais, c'est le sommet de la pyramide de ta région. Ouais. Serre la main, le coach, hey, t'as fait l'équipe, félicitations. Tu sais, tu t'attends comme yes, tu sais. Ouais. Serre la main, c'est ma dernière année de hockey. Enfin, j'aurai terminé. L'année commence, là. Ta vie commence. Et là, t'es-tu correct? Ben oui. Non, là, enfin, là, je vais avoir le droit d'arrêter. Sac. OK. Je l'ai fait. Ouais, blasé. Puis dans ce milieu-là, il y en a des fois, puis tu le vois dans les yeux. Mais il y en a qui sont pris, sont menottés par le fait qu'il était bon à 8 ans. Mm-hmm. Parce qu'il était bon à 8 ans, c'est comme, si tu fais pas ça, c'est un fail. Tu as manqué ton coup. Non, même si tu étais bon à ça, tu peux être moins bon à autre chose, mais triper. Moi, ce que je souhaite, c'est de développer une passion. Peu importe c'est quoi. Il faut que tu sois passionné. Tu le lever à tous les jours, d'aller vous promener, d'aller faire ce que vous faites présentement. C'est parce que tu es passionné du sujet. C'est toujours que je travaille pas. Là. Passion. C'est ça. C'est pour ça que tu vas te faire taper, tu descends, on va faire un podcast, un projet, on va se faire une journée, tu te casses le bicycle parce que tu es passionné. Tu sais, si c'est même pas une passion, tu es comme forcé là, imagine quand ça va devenir dur pour vrai. Tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Oublie ça, laisse faire. Là. Hey Bruno, un gros merci. Merci à vous autres, les boys. Enfin, on a réussi à se pogner. On va faire un cheers pour finir. C'est vraiment, on était chanceux de t'avoir. Un grand plaisir, n'importe quand. N'importe quand, les boys. Je suis bien content de vous voir. Il a dit ça la dernière fois, ça a pris un an pour l'avoir.